L'air de Provence portait le parfum enivrant de la lavande lorsque nos regards se croisèrent pour la première fois à travers l'objectif de son appareil photo. Je me tenais dans le jardin secret de l'ancien studio photographique, vêtue de ma robe de mariée en soie ivoire, lorsque Céleste abaissa lentement son appareil et me regarda avec ses yeux verts qui semblaient percer directement toutes les façades soigneusement construites que j'avais érigées. « Plus près », murmura-t-elle avec cette voix rauque qui me faisait frissonner sans que je sache pourquoi. « Pour la prochaine prise, j'ai besoin que vous vous rapprochiez de moi. » Mon cœur s'emballa d'une manière que je n'avais jamais connue, pas même avec mon fiancé. Il y avait quelque chose dans la façon dont Céleste me regardait, comme si elle pouvait voir des secrets que je ne savais même pas posséder. Lorsque je m'approchai, sa main frôla la mienne en ajustant ma position, et je ressentis une décharge électrique qui parcourut tout mon corps. « Parfaite », chuchota-t-elle, et à cet instant, lorsque l'obturateur captura l'image, je sus que quelque chose en moi avait changé pour toujours. Mais c'était il y a 3 mois. Maintenant, alors que je regarde par la fenêtre de ma chambre dans le château familial, je vois les champs de lavande onduler sous la brise matinale et je ne peux m'empêcher de penser à elle. À la manière dont ses doigts tachés de révélateurs photographiques avaient légèrement tremblé lorsqu'elle m'avait touchée. À la façon dont sa respiration s'était saccadée lorsque nos visages s'étaient retrouvés à quelques centimètres l'un de l'autre pendant cette séance photo qui avait bouleversé ma vie. Je m'appelle Margot Dubois, j'ai 28 ans, et dans 2 semaines, je suis censée épouser Henri Beaumont, un homme choisi par ma famille pour sa position politique et ses relations. Un homme qui ne m'a jamais fait ressentir ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'ai éprouvé lors de ces moments volés avec Céleste. J'ai grandi dans un monde d'apparence parfaite, où chaque geste est calculé, chaque sourire mesuré, chaque mot soigneusement pesé avant d'être prononcé. Ma mère, Isabelle Dubois, m'a appris dès mon plus jeune âge qu'une dame ne montre jamais ses véritables sentiments, que l'élégance réside dans la maîtrise, dans la retenue. Mon père, le juge Philippe Dubois, attendait de moi une perfection absolue, des notes excellentes, des manières impeccables, et finalement, un mariage qui bénéficierait à la famille. Pendant des années, j'ai cru avoir réussi à être exactement ce qu'il voulait. Je maîtrisais 5 langues, j'avais des diplômes universitaires en histoire de l'art et en diplomatie, je pouvais tenir des conversations sur n'importe quel sujet lors de dîners formels, et jamais, je n'avais fait un faux pas en public. À l'extérieur, j'étais la fille parfaite, la fiancée parfaite, la future épouse d'un futur ministre. Mais à l'intérieur, il y avait un feu qui luttait constamment pour s'échapper. La nuit, quand tout le monde dormait, je descendais furtivement dans le bureau de mon père et ouvrais le compartiment secret de mon vieux bureau. Là, je conservais une collection de photographies que j'avais acquises au fil des ans dans des marchés aux puces et des ventes aux enchères. Des portraits intimes de femmes du début du 20e siècle, où l'on pouvait voir quelque chose de réel, d'authentique, dans leur regard. Je ne comprenais pas complètement pourquoi elles me fascinaient tant, mais je passais des heures à étudier chaque détail, chaque expression, chaque geste capturé pour l'éternité. Il y en avait une en particulier, une femme aux cheveux noirs avec des yeux défiants, qui me faisait toujours m'attarder plus longtemps. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle regardait directement l'objectif, comme si elle défiait le monde entier. Je me demandais qui elle avait été, quels secrets elle gardait, si elle avait eu le courage d'être elle-même à une époque où les femmes avaient encore moins de liberté qu'aujourd'hui. Et puis j'ai rencontré Céleste, et j'ai compris pourquoi ces photographies m'attiraient tant. Le jour de l'essai photographique, je suis arrivée au studio à Grasse avec ma mère et ma future belle-mère, ressentant le poids familier de leurs attentes sur mes épaules. L'endroit était extraordinaire, une ancienne fabrique de parfums transformée en galerie photographique, avec d'immenses fenêtres industrielles laissant entrer la lumière dorée de la Provence. Les murs de briques étaient couverts de lierre, et dans chaque recoin, il y avait des traces de son passé aromatique, des flacons anciens, des alambics en cuivre, et cette odeur persistante de rose et de jasmin qui imprégnait chaque surface. Céleste émergea des ombres comme une apparition. Elle n'était absolument pas ce que j'attendais d'une photographe de mariage. Ses cheveux châtains aux mèches dorées tombaient en vagues désordonnées sur ses épaules. Elle portait un jean usé et une chemise blanche masculine retroussée, révélant des avant-bras musclés, et un petit tatouage d'un appareil photo vintage sur son poignet. Ses yeux verts avaient de petites taches dorées qui semblaient changer d'intensité avec la lumière, et lorsqu'elle me regarda pour la première fois, j'eus l'impression qu'elle voyait directement mon âme. « Vous devez être Margot », dit-elle, et sa voix rauque me fit frissonner. « Je suis Céleste Moreau. Nous allons créer quelque chose de beau, ensemble. » La façon dont elle prononça « ensemble » fit naître un frisson dans mon ventre. Henri ne m'avait jamais fait ressentir cela avec un simple mot. Ma mère et ma future belle-mère se retirèrent discrètement après les présentations formelles, confiantes que je garderais ma contenance et suivrais les instructions à la lettre. Mais dès que nous fûmes seuls,
L'atmosphère changea complètement. Céleste me conduisit dans le jardin secret derrière le studio, un espace intime entouré de rosiers sauvages et de lavandes. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les feuilles, créant des motifs dorés sur sa peau, et pour la première fois de ma vie, je me sentis véritablement vue. « Oubliez les poses traditionnelles, me dit-elle en ajustant son appareil. Je veux capturer qui vous êtes vraiment, pas ce qu'on vous a dit que vous deviez être. » Ces mots me frappèrent comme un éclair. Qui étais-je vraiment? J'avais passé tant d'années à être la Margot dont les autres avaient besoin que j'avais perdu de vue la vraie Margot. Je ne suis pas sûre de comprendre, murmurai-je, me sentant soudainement vulnérable dans ma robe de mariée. Céleste s'approcha lentement, et je pus sentir son parfum, un mélange de santal et quelque chose de sauvage, comme de l'herbe fraîchement coupée après la pluie. Sa proximité me donnait le vertige d'une manière que je ne pouvais expliquer. « Détendez-vous », chuchota-t-elle, et sa main se posa légèrement sur ma joue. « Laissez-moi voir la femme derrière toute cette perfection. » Son toucher était doux, mais ferme, et j'eus l'impression de me réveiller d'un rêve de 28 ans. Lorsqu'elle appuya sur l'obturateur, capturant cet instant de vulnérabilité absolue, je sus que ma vie venait de changer à jamais. Les 2 heures suivantes furent les plus intenses de mon existence. Céleste me guida avec une intuition presque surnaturelle, suggérant des poses qui révélaient des parties de moi que je ne savais même pas exister. Lorsqu'elle me demanda d'enlever mes gants, mes mains tremblèrent, non pas à cause du froid, mais de l'intimité du geste. Personne n'avait vu mes ongles rongés par l'anxiété, mes mains imparfaites et humaines. « Magnifique », murmura-t-elle en photographiant mes mains nues. « Les imperfections nous rendent réelles. » Et lorsque vint le moment qui resterait gravé dans ma mémoire pour toujours, Céleste abaissa son appareil et s'approcha pour ajuster une mèche de cheveux qui s'était échappée de ma coiffure parfaite. Ses doigts frôlèrent mon cou, et un gémissement doux m'échappa avant que je puisse le retenir. « Margot », chuchota-t-elle mon nom comme une prière, et à cet instant, je sus que j'étais perdue. Ses lèvres s'approchèrent des miennes lentement, me laissant le temps de l'arrêter, mais je ne pouvais pas bouger. Lorsque nous nous embrassâmes enfin, ce fut comme si toutes les pièces d'un puzzle que je ne savais pas assembler s'emboîtaient parfaitement. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Une fois que vous aurez fini d'écouter toute l'histoire, n'oubliez pas de lui donner une note de 0 à 10 dans les commentaires et de nous dire ce qui vous a le plus plu. Maintenant, 3 mois plus tard, ce souvenir me hante jour et nuit. Henri arrivera cet après-midi pour un dîner familial et je suis censée me montrer enthousiaste à propos de nos plans de mariage. Mais chaque fois que je ferme les yeux, je vois les yeux verts de Céleste et je sens le fantôme de ses lèvres sur les miennes. Hier soir, j'ai trouvé sa carte de visite parmi les affaires que ma mère avait rangées de l'essai photographique. Céleste Moreau, photographie artistique, capturer les vérités cachées. Son numéro de téléphone était imprimé en lettres élégantes, et pour la première fois de ma vie, j'ai envisagé de faire quelque chose de complètement impulsif, prendre le téléphone et l'appeler. Mais que lui dirais-je? Comment expliquer qu'une femme censée se marier dans 2 semaines ne peut s'empêcher de penser à une autre femme? Comment admettre que ce baiser a été plus réel que tout ce que j'ai vécu en 28 ans d'existence? Le bruit des pneus sur le gravier me tire de mes pensées. Henri est arrivé en avance. Je prends une profonde inspiration, lisse ma robe bleu marine que j'ai choisie spécifiquement parce qu'il m'a dit un jour que cette couleur me rendait convenable. Et je descends les escaliers pour jouer une fois de plus le rôle de la fiancée parfaite. Mais en marchant vers la porte d'entrée, mes doigts frôlent la carte de Céleste cachée dans la poche de ma robe, et pour la première fois de ma vie, je me demande ce qui se passerait si j'avais le courage d'être qui je suis vraiment. Le dîner avec Henri se déroula comme tous les autres, prévisible, poli, vide. Il parla pendant 1 heure de ses projets pour développer sa carrière politique, mentionna négligemment qu'il espérait que je réduise mes hobbies artistiques après le mariage pour me concentrer sur mon rôle d'épouse convenable, et pas une seule fois il ne me demanda ce que je ressentais à ce sujet. Margot semble distraite ce soir, commenta ma mère pendant qu'on servait le dessert, ses yeux bleus m'étudiant avec ce regard perçant que je connaissais depuis l'enfance. Je suis juste fatiguée, mentis-je, forçant un sourire parfait. Les préparatifs du mariage ont été épuisants. Henri hocha la tête avec compréhension et posa sa main sur la mienne. Son toucher était froid, calculé, totalement différent de l'électricité que j'avais ressentie avec Céleste. Je me forçais à ne pas retirer ma main, bien que chaque fibre de mon être le souhaitait. « Après le mariage, tout sera plus calme », dit-il avec ce sourire qu'il avait perfectionné pour les caméras. « Tu pourras te concentrer sur le soutien de ma carrière et, bien sûr, sur la création d'héritiers. » Le mot « héritier » me frappa comme une gifle. Comment pourrais-je mettre des enfants au monde avec un homme qui ne savait même pas quelle était ma couleur préférée? Comment pourrais-je feindre une intimité avec quelqu'un qui ne m'avait jamais fait ressentir le moindre désir réel? Ce soir-là, après le départ d'Henri et le coucher de mes parents, je ne pus dormir. Je déambulais dans les couloirs sombres du château comme un fantôme,
sentant le poids des attentes familiales m'écraser. En passant devant le bureau de mon père, la tentation fut trop forte. J'entrai furtivement et ouvris mon compartiment secret. Mes photographies étaient de là, mais cette fois, lorsque je regardais l'image de la femme aux yeux défiants, je vis quelque chose de différent. Je vis Céleste. La même intensité, la même authenticité, le même refus de plier face aux attentes du monde. Sans réfléchir à deux fois, je pris mon téléphone et composai le numéro de sa carte. Il sonna 3 fois avant qu'elle ne réponde, sa voix rauque semblant ensommeiller mes alertes. « Margot ?» Mon nom sur ses lèvres me fit trembler. « Comment savais-tu que c'était moi ?»« J'attendais ton appel, » admit-elle, et je pus entendre le froissement des draps. « Tu vas bien ?»« Non » murmurai-je, surprise par ma propre honnêteté. « Non, je ne vais pas bien. » Il y eut une longue pause, puis « Où es-tu ?»« Chez moi, au château. Mais j'ai besoin de te voir. Margot, il est 2 heures du matin. Je sais, c'est insensé. Pardon de te déranger, Retrouve-moi au studio dans une demi-heure, m'interrompit-elle doucement. J'ai les clés. Je raccrochai, le cœur battant si fort que j'étais sûre qu'il réveillerait toute la maison. Je troquai ma chemise de nuit contre un jean et une blouse ample, pris les clés de la voiture de ma mère, et pour la première fois de ma vie, je sortis en cachette de chez moi comme une adolescente rebelle. Le trajet jusqu'à Grasse me prit 20 minutes sur des routes désertes baignées par la lumière de la lune. Chaque kilomètre parcouru semblait être un pas de plus loin de la Margot que j'avais été toute ma vie, et un pas de plus près de celle que j'étais vraiment. Le studio était plongé dans l'obscurité, sauf pour une lumière douce provenant du jardin secret. Je trouvai la porte ouverte et suivis la lumière comme un papillon attiré par une flamme. Céleste était assise sur un banc en bois parmi les rosiers, vêtue d'un jean et d'une chemise blanche déboutonnée, révélant la courbe délicate de son cou. Elle tenait un vieil appareil photo, pas l'appareil numérique qu'elle avait utilisé lors de notre essai, mais l'un de ces appareils à pellicule qui demandait patience et précision. « Tu es venue ?» dit-elle simplement, levant les yeux vers moi. Je ne pouvais pas rester chez moi, admis-je, m'approchant lentement. Je ne pouvais pas continuer à prétendre que ce baiser ne signifiait rien. Elle se leva et marcha vers moi, ses yeux brillants dans la pénombre. Et qu'est-ce que ça signifiait, Margot? La question me désarma complètement. Pendant 3 mois, j'avais évité de penser à la réponse, mais maintenant, sous son regard intense, les mots sortirent, sans filtre. Ça signifiait que pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment vivante. Ça signifiait que toute mon existence a été un mensonge soigneusement construit. Ça signifiait que je ne sais pas qui je suis vraiment, mais avec toi, je commence à le découvrir. Céleste s'approcha jusqu'à ce que nous soyons à quelques centimètres l'une de l'autre. Sais-tu ce que ça signifiait pour moi? Je secouai la tête, incapable de parler. Ça signifiait qu'après des années à photographier des masques et des poses parfaites, j'avais enfin trouvé quelque chose de réel. Quelqu'un de réel. Sa main se leva pour caresser ma joue. Mais ça signifiait aussi des complications que j'aimerais tant qu'elles n'existent pas. Quel genre de complications? Ses yeux s'assombrirent, et pendant un instant, je pensais qu'elle allait me le dire. Mais elle secoua la tête et changea de sujet. « Pourquoi collectionnes-tu des photographies anciennes de femmes ?» demanda-t-elle soudainement. La question me prit par surprise. « Comment sais-tu ça? Le premier jour, quand j'ai ajusté ta position pour une photo, ton sac s'est ouvert. J'ai vu un coin d'une vieille photographie. Et la façon dont tu as réagi quand je t'ai photographiée, c'était comme si tu savais déjà comment poser pour montrer ta véritable personnalité. » Je rougis violemment. Je ne sais pas pourquoi je les collectionne. Elles me fascinent. C'est tout. La manière dont ces femmes pouvaient montrer tant d'elles-mêmes à une époque où elles étaient censées tout cacher. Céleste sourit, le premier sourire sincère que je vis sur son visage cette nuit-là. « Aimerais-tu que je t'apprenne à faire des photographies comme celle-là » Mon cœur s'emballa. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Au lieu de répondre, elle prit ma main et me conduisit à une table où se trouvaient plusieurs appareils photo anciens. Elle choisit une Leica des années 40, petite mais élégante. Cet appareil appartenait à Vivian Maier, expliqua-t-elle, le plaçant dans mes mains avec révérence. Une photographe qui a vécu toute sa vie dans l'ombre, mais qui a capturé certaines des images les plus honnêtes du XXe siècle. Le poids de l'appareil dans mes mains donnait l'impression de tenir un morceau d'histoire. Comment as-tu obtenu ça? Un collectionneur me l'a vendu quand je lui ai montré certaines de mes photographies de double exposition émotionnelle. Il a dit que je comprendrais sa véritable valeur. Ses doigts frôlèrent les miens en me montrant comment le tenir correctement. Je veux que tu l'utilises pour me photographier. Moi, te photographier? L'idée me terrifiait et m'excitait à la fois. Je veux que tu vois ce que c'est d'être de l'autre côté de l'objectif. Je veux que tu apprennes à chercher la vérité derrière les apparences. Pendant l'heure suivante, Céleste fut la modèle la plus patiente du monde, tandis que je luttais avec les commandes manuelles de l'appareil vintage. Elle m'enseigna la lumière et l'ombre, la composition et le moment décisif, comment une fraction de seconde pouvait capturer toute l'essence d'une personne. Mais plus important que la technique, elle m'apprit à voir vraiment.
à remarquer comment la lumière de la lune créait des motifs sur sa peau, comment ses yeux changèrent d'expression quand elle pensait que je ne la regardais pas, comment ses mains bougeaient avec une grâce inconsciente quand elle parlait de son art. « Maintenant, regarde-moi », chuchota-t-elle quand nous eûmes fini de changer la pellicule. « Pas à travers l'objectif. Regarde-moi vraiment. » Je lui obéis, et ce que je vis me coupa le souffle. Je vis de la vulnérabilité derrière sa façade d'artiste confiante. Je vis de la solitude dans ses yeux verts. Je vis quelqu'un qui cherchait aussi quelque chose de réel dans un monde plein d'artifices. « Céleste », murmurai-je son nom comme une question. « Il faut que tu saches quelque chose sur moi, » dit-elle, s'approchant lentement. Quelque chose qui pourrait tout changer entre nous. Avant que je puisse lui demander quoi, ses lèvres étaient de nouveau sur les miennes. Mais cette fois, le baiser était différent. Plus désespéré, plus intense. Comme si c'était la dernière fois que nous pouvions être ainsi. Ses mains s'emmêlèrent dans mes cheveux, défaisant la coiffure parfaite que j'avais portée toute ma vie. Je sentis ses doigts trembler contre ma nuque alors qu'elle approfondissait le baiser, et tout mon monde se réduisit à cette sensation, à cet instant, à cette vérité que je ne pouvais plus nier. Lorsque nous nous séparâmes, nous tremblions toutes les deux. « Margot » chuchota-t-elle contre mes lèvres. « Tu dois savoir que ça ne peut pas être simple. Il y a des choses concernant ta famille, ton futur mari. »« Je m'en fiche » l'interrompis-je, surprise par ma propre véhémence. « Rien d'autre ne compte que ça, que nous. » Mais je vis quelque chose se briser dans ses yeux. Ça devrait t'importer, parce que quand tu découvriras la vérité... Quelle vérité? Je saisis ses bras, sentant la panique monter dans ma poitrine. De quoi parles-tu? Céleste ferma les yeux un long moment, comme si elle luttait contre elle-même. Lorsqu'elle les rouvrit, je vis une douleur brute dans leur profondeur verte. Ma petite sœur Amélie est morte il y a 3 ans en prison. Elle avait été condamnée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Sa voix se brisa légèrement. Le juge qui l'a condamnée était ton père. Le procureur qui a manipulé les preuves était Henri. Le monde s'arrêta autour de moi. J'eus l'impression d'avoir été frappée physiquement. Quoi? Je suis venue photographier ton mariage parce que j'avais besoin de me rapprocher de ta famille. J'avais besoin de preuves pour laver le nom de ma sœur. Mais ensuite, je t'ai rencontré. Et tout s'est compliqué d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Les larmes commencèrent à couler sur mes joues sans que je puisse les arrêter. Tout ça était un mensonge? Non, dit-elle rapidement, prenant mon visage entre ses mains. Ces sentiments, ce qu'il y a entre nous, c'est la chose la plus réelle que j'ai jamais ressentie de ma vie. Mais la manière dont tout a commencé, je m'éloignais d'elle, sentant comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds. J'ai besoin de partir. Margot, s'il te plaît. Mais je courais déjà vers ma voiture, le cœur brisé et l'esprit en ébullition. Pendant tout le trajet de retour au château, les mots de Céleste résonnaient dans ma tête comme un écho douloureux. Mon père, Henri, une fille innocente morte en prison, et moi, tombant amoureuse de la femme venue détruire ma famille. De retour chez moi, je montais directement dans ma chambre et m'enfermais à clé. Pour la première fois depuis des années, je pleurais sans me retenir, sanglotant jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes. Mais même à travers la douleur et la trahison, une partie de moi ne pouvait s'empêcher de penser au tremblement des mains de Céleste lorsqu'elle m'avait embrassée, à la façon dont elle avait dit mon nom comme une prière, à la manière dont ses yeux s'étaient remplis de douleur lorsque je m'étais éloignée. Car, aussi compliqué que cela puisse être, aussi impossible que cela puisse sembler, ce que je ressentais pour elle restait la chose la plus réelle que j'avais vécue de toute ma vie. Et demain, je devrais décider quoi faire de cette vérité. Les jours suivants passèrent dans une brume douloureuse. Je ne pouvais pas manger, je dormais à peine, et chaque fois que ma mère me demandait ce qui n'allait pas, j'inventais des excuses sur le stress prénuptial. Mais la vérité était bien plus compliquée. Chaque nuit, lorsque la maison sombrait dans le silence, je descendais dans le bureau de mon père et contemplais les dossiers juridiques qui remplissaient ses étagères. Combien de cas comme celui de la sœur de Céleste y avait-il? Combien de vies détruites par l'ambition politique? Le 4e jour après notre confrontation, je ne pus plus résister. J'avais besoin de réponses. J'attendis que mon père parte pour sa réunion hebdomadaire au club, puis je fis quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Je violai son intimité. J'entrai dans son bureau privé et commençai à fouiller dans ses dossiers personnels. Il me fallut 2 heures pour trouver le dossier d'Amélie Moreau. Lorsque je l'ouvris, mes mains tremblaient violemment. La photographie de la fiche de police me frappa en premier. Une fille d'à peine 19 ans, avec les mêmes yeux verts que Céleste mais remplis de peur et de confusion. La ressemblance entre les sœurs était indéniable, et voir cette image me brisa le cœur. En lisant le dossier, mon horreur grandissait à chaque page. Amélie avait été accusée de vol à main armée dans une bijouterie, mais les preuves étaient circonstancielles au mieux. Le témoignage principal venait d'un complice qui avait négocié une réduction de peine en échange de sa déclaration. Les empreintes digitales ne correspondaient pas parfaitement, et la vidéo de surveillance était si floue qu'il aurait pu s'agir de n'importe qui. Mais ce qui me perturba le plus fut de trouver une série de notes manuscrites dans les marges du dossier, de l'écriture d'Henri.
des notes parlant d'assurer une condamnation rapide et de pression politique pour résoudre l'affaire avant les élections. Au fond du dossier, je trouvais quelque chose qui me glaça le sang. Des photographies de la véritable coupable, une femme nommée Sandrine Beaumont. Le nom de famille m'était familier, et lorsque j'atteignis la dernière page du rapport, je compris pourquoi. Sandrine Beaumont était la cousine d'Henri, et les photographies montraient clairement qu'elle était présente sur les lieux du crime, mais ces preuves n'avaient jamais été présentées au procès. Henri avait sacrifié une fille innocente pour protéger sa cousine. Mon père avait permis que cela arrive pour maintenir ses relations politiques avec la famille Beaumont. Et Amélie Moreau était morte en prison, loin de sa sœur, payant pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Je refermai le dossier avec des mains tremblantes et sortis en courant du bureau. J'avais besoin d'air frais, j'avais besoin de réfléchir, j'avais besoin de voir Céleste. Cette fois, je n'attendis pas la nuit. Je conduisis jusqu'à Grasse en plein après-midi, le dossier caché dans mon sac, sans me soucier de qui pourrait me voir ou des excuses que je devrais inventer plus tard. Je trouvai Céleste dans le jardin secret, travaillant dans sa chambre noire improvisée sous une tente en tissu noir. Lorsqu'elle me vit arriver, elle s'arrêta immédiatement. « Margot », dit-elle mon nom avec un mélange de surprise et de prudence. « Je ne m'attendais pas... Je dois te montrer quelque chose, » l'interrompis-je, sortant le dossier de mon sac. « À propos de ta sœur. » Je vis tout son corps se raidir. « Qu'as-tu fait ?» J'ai fouillé dans les dossiers de mon père. « Céleste, ta sœur était innocente. Tu avais raison. Il y a des preuves qu'Henri a manipulé l'affaire pour protéger la véritable coupable. » Ses yeux se remplirent instantanément de larmes. « Quoi ?» Je lui montrai les photographies de Sandrine Beaumont, lui lus les notes manuscrites d'Henri, lui expliquai tout ce que j'avais découvert. Pendant que je parlais, je la vis se transformer. Je la vis passer du choc à une douleur brute, puis à une colère froide qui me fit peur. « Cette femme, » murmura-t-elle, pointant la photographie de Sandrine. « Cette femme est libre pendant que ma sœur... » Elle s'effondra complètement. Je la pris dans mes bras pendant qu'elle sanglotait, ressentant sa douleur comme si c'était la mienne. Pour la première fois depuis des jours, je ne pensais ni à la trahison ni aux complications. Je pensais seulement à la consoler. « Je suis tellement désolée, » murmurai-je contre ses cheveux. « Je suis désolée pour ma famille, pour Henri, pour tout. »« Ce n'est pas ta faute, » murmura-t-elle contre mon épaule. « Tu ne savais rien, mais mon nom de famille est sur ces documents. Mon futur mari a détruit la vie de ta sœur. Comment pouvons-nous... » « Je ne sais pas, » admit-elle, se séparant pour me regarder dans les yeux. « Honnêtement, je ne sais pas comment nous pouvons surmonter ça. » Nous restâmes silencieuses pendant de longues minutes, portant le poids de la vérité entre nous. « Il y a autre chose, » dis-je finalement. « Une galerie à New York a contacté ma mère hier. Ils ont dit qu'une photographe nommée Céleste Moreau veut inclure certaines photographies de l'héritière française dans une exposition. » Je vis son visage rougir. J'allais t'en parler. « Les photographies de notre essai ?» Elle hocha lentement la tête. « C'est une opportunité unique. Ça pourrait lancer ma carrière internationale. Mais les photographies montrent un côté de toi que tu n'as jamais montré publiquement. Elles montrent la vérité, terminai-je pour elle. Elles montrent qui je suis vraiment. Margot, si ces photographies sont publiées, tout le monde verra ce que je vois quand je te regarde. Ils verront une femme amoureuse de la photographe, pas de son fiancé. » Mon cœur s'arrêta. « Amoureuse ?» Ses yeux verts me regardèrent avec une intensité qui me coupa le souffle. « Tu ne l'as pas remarqué ? Chaque photographie que j'ai prise de toi ce jour-là raconte l'histoire d'une femme découvrant le véritable amour. N'importe qui les verra le saura. » La réalisation me frappa comme une vague. Non seulement j'étais amoureuse de Céleste, mais elle avait capturé cet instant précis de découverte pour l'éternité. « Et si ça ne me dérange pas qu'il le sache ?» demandai-je, surprise par mon propre courage. « Ton mariage est dans 10 jours. Un mariage que je ne peux pas poursuivre en sachant ce que je sais maintenant. » Céleste me regarda comme si elle voyait une personne complètement nouvelle. « Que dis-tu ? » Je dis que je ne peux pas épouser l'homme qui a détruit ta famille. Je dis que je ne peux plus vivre un mensonge alors que j'ai enfin trouvé la vérité. Je pris ses mains dans les miennes. Je dis que je t'aime, Céleste Moreau, et peu importe à quel point c'est compliqué. Ses larmes commencèrent à couler à nouveau, mais cette fois, elles étaient différentes. Cette fois, il y avait de l'espoir dans ses yeux. « Margot, si tu annules ce mariage, ma famille devra comprendre qu'ils ne peuvent pas construire leur avenir sur la destruction d'autres personnes. Et s'ils ne peuvent pas comprendre, alors peut-être est-il temps que je construise ma propre famille. » Nous nous embrassâmes alors, et ce fut différent de tous les baisers précédents. Ce fut un baiser de promesse, d'avenir, de 2 femmes décidant d'être courageuses ensemble. Mais notre bonheur fut de courte durée. « Margot Dubois, qu'est-ce que tu fais ici ?» Nous nous séparâmes brusquement pour trouver Henri debout à l'entrée du jardin, son visage déformé par la colère. Derrière lui, ma mère et mon père nous regardaient avec des expressions d'horreur absolue. « Henri !» balbutiai-je, sentant tout mon courage s'évanouir. « Comment nous avez-vous trouvés ? Ta mère s'est inquiétée quand tu n'es pas rentré pour le thé.
Elle a appelé mon bureau et quand j'ai dit que je ne savais pas où tu étais, nous avons engagé un détective privé pour te retrouver. Ses yeux se posèrent sur nos mains entrelacées avec dégoût. Je n'avais jamais imaginé trouver ceci. Mon père avança d'un pas, son visage pâle comme la mort. Margot, rentrons, maintenant. Non, dis-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. J'ai quelque chose à vous dire à tous. Je sortis le dossier d'Amélie de mon sac et le tendis à mon père. Lis-le, ordonnai-je. Lis sur la fille innocente que tu as condamnée pour maintenir tes relations politiques. Lis sur la manière dont ton futur gendre a manipulé les preuves pour protéger sa cousine coupable. Je vis le visage de mon père se décomposer alors qu'il feuilletait le dossier. Henri s'approcha rapidement, mais il était déjà trop tard. « Où as-tu trouvé ça ?» rugit Henri, essayant de m'arracher les documents. « Dans les archives privées de papa, » répondis-je, restant ferme. « Tout est là, tous les mensonges, toute la corruption, tout le sang sur vos mains. » Ma mère vacilla légèrement. « Margot, que dis-tu » Je dis que je ne peux pas épouser un homme qui a sacrifié une fille innocente pour sa carrière politique. Je dis que je suis tombée amoureuse de la sœur de cette fille et qu'elle mérite justice. Je regardais Henri droit dans les yeux. Je dis que si tu ne retires pas les accusations contre la mémoire d'Amélie Moreau et ne fournis pas de preuves contre la véritable coupable, je rendrai ce dossier public. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. Henri fut le premier à parler, et sa voix était pleine d'une colère froide que je n'avais jamais entendue auparavant. « Si tu fais ça, Margot, tu détruiras ta propre famille. Ton père ne sera jamais ambassadeur. Je ne serai jamais ministre. Et toi, tu seras une paria sociale pour le reste de ta vie. » « Alors qu'il en soit ainsi, » répondis-je, prenant la main de Céleste. « Je préfère être une paria avec la conscience tranquille qu'une menteuse privilégiée. » Mon père parla enfin, sa voix à peine un murmure. « Margot, réfléchis bien. Une fois que tu feras ça, il n'y aura pas de retour en arrière. » Je regardais Céleste, qui serra ma main fort, me donnant la force dont j'avais besoin. « Il n'y a déjà plus de retour en arrière, papa. Je ne peux plus prétendre que je ne connais pas la vérité. » Et à cet instant, avec ma famille me regardant avec horreur et déception, je pris la décision qui changerait ma vie pour toujours. La décision de choisir l'amour et la justice au détriment du confort et des apparences. La décision d'être enfin qui j'étais vraiment. Les semaines suivantes furent un cauchemar surréaliste. Henri engagea le meilleur cabinet d'avocats de Paris pour supprimer les preuves que j'avais trouvées, arguant qu'elles avaient été obtenues illégalement. Mon père s'enferma dans son bureau pendant des jours, n'en sortant que pour des réunions urgentes avec ses contacts politiques, essayant désespérément de limiter les dégâts à sa réputation. Ma mère devint l'ombre d'elle-même. Elle ne me parlait pas directement, mais je pouvais entendre ses sanglots à travers les murs la nuit. 20 ans de travail social et de position dans la haute société s'effondraient face à la possibilité d'un scandale public. Mais le pire n'était pas la guerre juridique ou l'atmosphère toxique à la maison. Le pire était d'être séparé de Céleste. Henri avait obtenu une ordonnance de restriction temporaire, m'interdisant tout contact avec elle pendant que l'affaire était en cours d'investigation. Ses avocats soutenaient qu'elle était une influence dangereuse qui m'avait manipulée émotionnellement pour obtenir des informations confidentielles. L'ironie de cette accusation venant de l'homme qui avait manipulé un procès entier me donnait la nausée. Chaque jour était une bataille. Le matin, j'affrontais le silence glacial de mes parents au petit déjeuner. L'après-midi, les avocats arrivaient avec de nouveaux documents à signer, de nouvelles stratégies pour discréditer mon témoignage. La nuit, je m'enfermais dans ma chambre et regardais le téléphone, sachant qu'un appel à Céleste pourrait compromettre légalement tout notre dossier. Le 6e jour, je n'en pouvais plus. Je pris ma voiture et conduisis jusqu'à Grasse, sans me soucier des conséquences. Je trouvais le studio complètement vide. Les fenêtres étaient couvertes de papier journal et un panneau « Alloué » pendait de travers sur la porte principale. Mon cœur s'effondra. « Elle est partie il y a 3 jours », dit une voix derrière moi. Je me retournai pour trouver Madame Laurent, la vieille femme qui vendait des fleurs au marché local. Ses yeux ridés me regardaient avec un mélange de compassion et de désapprobation. « Savez-vous où elle est partie ?» demandai-je, sentant la panique monter dans ma poitrine. « Paris, je crois. Elle a parlé d'une galerie. » La vieille femme s'approcha, baissant la voix. « Mademoiselle, mon fils est avocat. Il dit que votre jeune photographe est dans de graves ennuis juridiques. Les Beaumont ont beaucoup de pouvoir. » Je rentrai au château en état de choc. Céleste était partie, sans dire au revoir, sans me laisser de mots, sans me donner l'occasion de lui expliquer que tout cela valait la peine si nous pouvions être ensemble. Ce soir-là, pour la première fois depuis la confrontation, ma mère entra dans ma chambre. « Margot, » dit-elle, s'asseyant au bord de mon lit comme elle le faisait quand j'étais petite. « Il faut qu'on parle. Si tu viens pour me convaincre de m'excuser auprès d'Henri... » « Non, » m'interrompit-elle doucement. « Je viens pour te demander pardon. » Ces mots me prirent complètement par surprise. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur cette pauvre fille, » poursuivit-elle, les yeux remplis de larmes. « Et tu as raison.
Ce que ton père et Henri ont fait était mal, terriblement mal. Maman, mais je dois aussi te parler des conséquences de continuer dans cette voie. Ses mains tremblèrent en prenant les miennes. Henri ne va pas abandonner. Ses avocats ont trouvé quelque chose sur ta photographe. Mon sang se glaça. Quoi? Elle a des antécédents pour effraction. Il y a 2 ans, après la mort de sa sœur, elle s'est introduite illégalement dans les archives du tribunal pour chercher des preuves. Elle a été arrêtée, mais les charges ont été abandonnées faute de preuves qu'elle ait volé quoi que ce soit. Mon cœur s'effondra. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'Henry va arguer qu'elle t'a utilisé pour obtenir des informations confidentielles. Il va dépeindre tout cela comme une conspiration criminelle, avec elle comme cerveau et toi comme victime manipulée. La pièce se mit à tourner. Mais ce n'est pas vrai. Peu importe si c'est vrai, ma chérie. Ce qui compte, c'est ce qu'un juge va croire. Et avec ses antécédents et ta réputation parfaite? Ma réputation parfaite? Répétai-je amèrement. La réputation que tu as construite en me forçant à être quelqu'un que je ne suis pas? Ma mère me regarda avec des yeux pleins de douleur. Peut-être t'ai-je trop forcé. Peut-être ne t'ai-je pas laissé d'espace pour être toi-même. Mais Margot, si tu continues dans cette voie, tu pourrais finir en prison. Et elle y finira certainement. Cette nuit-là, je ne dormis pas du tout. Les mots de ma mère résonnaient dans ma tête encore et encore. Était-il possible que mon courage finisse par détruire la seule personne que j'aimais vraiment? Le lendemain matin, je reçus un appel inattendu. Margot Dubois? La voix était professionnelle mais chaleureuse. Oui, je suis Marie Blanchard, avocate des droits humains à Paris. Je représente Céleste Moreau. Mon cœur s'emballa. Va-t-elle bien? Où est-elle? Elle est en sécurité pour l'instant. Mais nous devons parler. Pouvez-vous venir à Paris aujourd'hui? 3 heures plus tard, j'étais assise dans un petit café à Montmartre, face à une femme d'âge moyen aux cheveux gris et aux yeux déterminés. Marie Blanchard avait la réputation de prendre des affaires impossibles et de les gagner. Céleste m'a tout raconté, commença-t-elle sans préambule. Sur sa sœur, sur vous, sur les preuves que vous avez trouvées. Où est-elle? Demandai-je immédiatement. Dans un endroit sûr. Les avocats de Beaumont font pression pour qu'elle soit arrêtée pour extorsion et conspiration criminelle. Mais elle n'a rien fait de mal. Pas selon la loi, mais Henri Beaumont a des relations puissantes. Cependant, ses yeux brillèrent. Nous avons aussi quelques cartes à jouer. Elle fit glisser une enveloppe épaisse sur la table. Ouvre-la. À l'intérieur, il y avait des photographies, des documents, et ce qui semblait être un enregistrement audio. Qu'est-ce que c'est? Des preuves supplémentaires sur l'affaire d'Amélie Moreau, et des preuves d'autres affaires où Henri a manipulé des témoignages et caché des preuves. Marie se pencha en avant. Il se trouve que Sandrine Beaumont, la cousine qui l'a protégée, vit avec une terrible culpabilité depuis 3 ans. Quand elle a appris que quelqu'un enquêtait enfin sur l'affaire, elle a décidé de confesser. Mon cœur se mit à battre plus vite. Confesser? Tout. Le vol, comment Henri l'a aidé à s'échapper, comment ils ont manipulé les preuves pour accuser Amélie. Elle est prête à témoigner. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Marie sourit tristement. Parce qu'elle a une fille de l'âge qu'avait Amélie quand elle est morte, et elle ne peut pas vivre en sachant qu'une mère a perdu sa fille à cause de sa lâcheté. Des larmes de soulagement commencèrent à couler sur mes joues. Alors nous pouvons gagner. Nous pouvons laver le nom d'Amélie. Nous pouvons, acquiesça Marie. Mais il y a un coup. Bien sûr qu'il y en avait un. Il y avait toujours un coup. Lequel? Henri est désespéré. Il a menacé de rendre public quelque chose sur vous et Céleste qui pourrait ruiner votre vie pour toujours. Mon sang se glaça. Quoi? Marie hésita un instant avant de parler. Les photographies intimes de votre séance photo. Il en a des copies, et il menace de les divulguer comme preuve que Céleste vous a séduite pour obtenir des informations. Le monde s'effondra autour de moi. Ces photographies montraient mon âme à nu, mon éveil émotionnel et sexuel, mon amour pour Céleste écrit sur chaque ligne de mon visage et de mon corps. Et s'il les publie? Votre réputation sera détruite pour toujours. Votre famille sera déshonorée. Et il pourrait les utiliser pour arguer que vous avez été victime de manipulation sexuelle, ce qui pourrait invalider votre témoignage. Mais ça détruirait aussi la carrière d'Henri s'il admet les avoir. Pas s'il les présente comme preuve d'un crime, il les dépeindrait comme une preuve de la corruption morale exercée par Céleste sur vous. Je restai silencieuse pendant de longues minutes, digérant les implications. Finalement, je demandai « Que dit Céleste à propos de tout ça ?» Marie soupira profondément. Qu'elle est prête à disparaître pour vous protéger, qu'elle renoncera à son exposition à New York, qu'elle déménagera dans un autre pays, qu'elle laissera Henri contrôler le récit, si cela vous garde en sécurité. « Non !» dis-je immédiatement, surprise par la force de ma propre voix. Je ne vais pas laisser sacrifier son avenir pour moi. Margot, si nous poursuivons l'affaire, vous risquez toutes les deux tout. Votre liberté, votre réputation, votre avenir. Et si nous ne poursuivons pas, Henri s'en sort. Votre père conserve sa position. La mémoire d'Amélie reste entachée. Et vous épousez l'homme qui a détruit la vie de sa sœur. C'était la décision la plus difficile de ma vie.
D'un côté, la sécurité et la conformité de suivre le chemin tracé pour moi par les autres. De l'autre, l'incertitude terrifiante mais honnête de lutter pour la justice et l'amour véritable. Je veux voir Céleste, dis-je finalement. Avant de prendre une décision, j'ai besoin de la voir. Marie hocha la tête. Je peux organiser ça. Mais vous devez savoir qu'une fois que vous vous serez vus, Henri et ses avocats le sauront. Et alors, il n'y aura plus de retour en arrière. Il n'y a déjà plus de retour en arrière. Répétai-je les mêmes mots que j'avais dits à mon père des semaines auparavant. Emmenez-moi à elle. En suivant Marie à travers les rues pavées de Montmartre, vers l'appartement où se cachait Céleste, je savais que je marchais vers le moment le plus crucial de ma vie. Un moment qui définirait non seulement mon avenir, mais le type de femme que je choisirais d'être, celle qui plie face aux menaces, ou celle qui lutte pour ce qui est juste, quel qu'en soit le coût. L'appartement était au 5e étage d'un immeuble sans ascenseur. Lorsque Marie frappa à la porte avec un code spécifique, mon cœur se mit à battre si fort que j'étais sûre que tout Paris pouvait l'entendre. La porte s'ouvrit, et Céleste était là. Elle avait perdu du poids, avait de profonds cernes sous les yeux, et ses cheveux étaient rassemblés en une queue de cheval négligée. Mais lorsqu'elle me vit, ses yeux verts s'illuminèrent d'un mélange de soulagement, d'amour et de terreur absolue. « Margot !» murmura-t-elle mon nom comme une prière, et je sus, avec une clarté qui me coupa le souffle, que peu importait ce qui suivrait. Peu importèrent les menaces, les conséquences ou le prix que nous devrions payer. Je n'allais pas laisser Henri Beaumont gagner. Je n'allais pas laisser l'amour être vaincu par la peur. Et je n'allais certainement pas laisser la mémoire d'Amélie Moreau rester entachée par la lâcheté des autres. Il était temps de se battre. La réunion avec Céleste fut douce amère et désespérée. Nous nous enlaçâmes pendant de longues minutes sans parler, ressentant simplement le soulagement d'être à nouveau ensemble. Mais lorsque nous nous séparâmes enfin, je vis le poids du monde dans ses yeux verts. « Tu n'aurais pas dû venir », murmura-t-elle, bien que ses mains s'agrippaient aux miennes comme si elle ne me lâcherait jamais. « C'est trop dangereux. »« Le danger m'est égal », répondis-je, caressant son visage émacié. « Je t'aime, et je ne laisserai pas Henri nous séparer. » Mais même en prononçant ces mots courageux, une partie de moi se demandait si nous étions assez fortes pour survivre à ce qui nous attendait. Marie nous laissa seuls pour que nous puissions parler en privé, et Céleste me conduisit à la petite terrasse de l'appartement. Paris s'étendait devant nous, belle et indifférente à notre drame personnel. « Margot, je dois te dire quelque chose, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. « Quelque chose qui pourrait changer ta décision sur tout ça. » Mon cœur s'emballa. « Quoi ? » Les photographies que j'ai prises lors de notre essai, Henri n'est pas le seul à les avoir. J'eus l'impression qu'on m'avait frappée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Avant de quitter Grasse, j'ai fait des copies supplémentaires. Je les ai envoyées à la galerie de New York pour ma proposition d'exposition. Ses yeux se remplirent de larmes. Je ne savais pas qu'Henri les utiliserait pour du chantage. Je pensais qu'elles étaient de l'art, qu'elles étaient belles, qu'elles racontaient notre histoire d'amour. Et maintenant, la galerie les a, et il prévoit de les inclure dans une exposition appelée Éveil. Le conservateur dit que ce sont certaines des photographies d'amour les plus authentiques qu'il ait jamais vues. Je restais sans souffle. Quand? L'exposition ouvre dans 2 semaines. Juste après, ce qui aurait été ton mariage. Le timing était cruel, mais parfait. Si les photographies étaient exposées publiquement à New York, Henri ne pourrait pas les utiliser pour un chantage privé. Mais cela signifiait aussi que le monde entier verrait ma transformation, mon éveil sexuel et émotionnel, mon amour pour une autre femme. « Céleste, » dis-je lentement, « savais-tu ça quand tu as accepté de photographier mon mariage ?» Je vis la douleur traverser son visage. « Non, je te le jure, quand j'ai accepté le travail, je ne pensais qu'à venger ma sœur. Mais quand je t'ai rencontrée, quand est-ce que les choses ont changé? Au moment où j'ai abaissé mon appareil et t'ai vraiment vu pour la première fois, à cet instant, j'ai su que j'étais perdue. Nous nous embrassâmes alors, désespérément, comme si c'était la dernière fois. Et peut-être l'était-ce. Cette nuit-là, dormant dans le petit appartement parisien avec Céleste dans mes bras, j'eus le premier sommeil paisible depuis des semaines. Mais le matin apporta des nouvelles dévastatrices. Marie arriva tôt, le visage pâle d'inquiétude. « Sandrine Beaumont a retiré sa confession », annonça-t-elle sans préambule. J'eus l'impression que le sol s'était ouvert sous mes pieds. « Quoi ?» Henri l'a menacée. Il lui a dit que, si elle témoignait contre lui, il s'assurerait que sa fille soit expulsée de l'université, que son mari perde son emploi, que sa famille soit socialement détruite. Céleste s'effondra sur une chaise, toute lueur d'espoir disparaissant de son visage. « Alors nous avons perdu », murmurai-je. « Pas nécessairement », dit Marie, mais sa voix manquait de conviction. « Nous avons toujours les preuves originales que tu as trouvées. Et... »« Et quoi ?» explosai-je. « Une preuve obtenue illégalement par la fille du juge corrompu? Sans le témoignage de Sandrine, nous n'avons rien de solide. » Marie resta silencieuse, confirmant mes pires craintes. « Il y a autre chose, ajouta-t-elle finalement.
Henri a déposé une plainte pour diffamation contre vous deux. Il demande des dommages et intérêts de plusieurs millions, et il a assez d'influence pour qu'un juge favorable entende l'affaire. Céleste se leva brusquement. Alors c'est fini. Je ne laisserai pas Margot tout risquer pour moi. Je plaiderai coupable des charges mineures, j'accepterai une peine de prison, et ce sera terminé. Non, criai-je, l'attrapant par le bras. Tu ne vas pas te sacrifier pour moi. Pourquoi pas? Ses yeux verts brûlèrent de douleur et de frustration. Quel avenir avons-nous, même si nous gagnons cette affaire d'une manière ou d'une autre, et ensuite, toi, la fille d'un juge déshonoré, et moi, l'ex-détenu, vivant comme des parias pour le reste de nos vies? Ces mots me frappèrent comme des gifles, non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils portaient une vérité que j'avais essayé d'ignorer. Au moins, nous serions ensemble, dis-je faiblement. Serions-nous? Ou te lasserais-tu de la lutte, du scandale, des difficultés? Ou commencerais-tu à me reprocher tout ce que tu as perdu à cause de moi? Jamais. Comment peux-tu en être si sûre? Margot, tu as vécu une vie privilégiée toute ta vie. Tu n'as aucune idée de ce que c'est de lutter vraiment, d'être une paria sociale. Ces mots me mirent en colère parce qu'ils touchaient mes insécurités les plus profondes. Alors apprends-moi. Laisse-moi apprendre. Mais ne me repousse pas. Et si je ne peux pas? Et si l'amour ne suffit pas? Cette question resta suspendue dans l'air comme une sentence de mort. Marie s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Les filles, je sais que c'est difficile, mais nous devons prendre une décision. Henri a donné un ultimatum. Vous avez jusqu'à demain pour retirer publiquement toutes les accusations et vous excuser, sinon il poursuivra avec la plainte complète. Et si nous nous rétractons? Demandai-je. Céleste accepte des charges mineures pour effraction et extorsion, probablement 6 mois de prison. Ta réputation reste relativement intacte. Tu peux aller de l'avant avec le mariage si tu veux. Henri et ton père gardent leur position. Et la mémoire d'Amélie? Marie ne répondit pas, mais elle n'en avait pas besoin. Nous connaissions la réponse. Cet après-midi-là, pendant que Céleste dormait, épuisée par le stress, je sortis seule marcher dans Paris. J'avais besoin de réfléchir, de trouver un moyen de sortir de ce labyrinthe impossible. Je finis sur le pont des Arts, regardant la Seine couler lentement sous mes pieds. Les cadenas d'amour qui avaient décoré ce pont pendant des années avaient été retirés, mais je pouvais encore voir les marques là où ils avaient été. Des promesses d'amour éternel coupées par des décisions pratiques du gouvernement. Peut-être était-ce une métaphore appropriée pour ma situation. Mon téléphone sonna. C'était ma mère. « Margot, s'il te plaît, rentre à la maison », supplia-t-elle, la voix brisée. « Ton père, il ne va pas bien. Il a bu, il parle de tout abandonner. La pression le tue. Maman, je sais que tu penses faire ce qui est juste, ma chérie, et peut-être les tues, mais tu détruis aussi les gens qui t'aiment. » Je raccrochais, me sentant plus perdue que jamais. En rentrant à l'appartement, je trouvais Céleste réveillée, assise par terre avec des photographies éparpillées autour d'elle. C'étaient des images de sa sœur Amélie. « Ce sont toutes les photos que j'ai d'elle », dit-elle sans me regarder. 19 ans réduits à une poignée d'images. Je m'assis à côté d'elle, étudiant les photographies. Amélie avait été belle, avec la même intensité dans les yeux que Céleste, mais il y avait une innocence dans son sourire qui me brisa le cœur. « C'était ma responsabilité de la protéger », murmura Céleste. « Quand nos parents sont morts dans l'accident de voiture, j'avais 22 ans et elle à peine 14. Je lui avais promis que je la protégerais toujours. Ce n'était pas ta faute, ce qui lui est arrivé. » Vraiment? Si j'avais été plus attentive? Si j'avais remarqué qu'elle avait des problèmes? Si j'avais été une meilleure sœur? Céleste, regarde-moi. J'attendis qu'elle me regarde dans les yeux. C'était la faute d'Henri. C'était la faute de mon père. C'était la faute d'un système corrompu. Mais ce n'était pas ta faute. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. Mais si nous continuons à nous battre et que nous perdons, sa mémoire restera entachée à jamais. Au moins, si je plaide coupable, l'affaire se termine sans causer plus de tort à ta famille. Et ta mémoire? Ton avenir? Ça n'a pas d'importance. Bien sûr que ça a de l'importance. Je pris son visage entre mes mains. Tu as de l'importance pour moi. Tu as de l'importance pour toutes les personnes que tu as touchées avec ton art. Tu as de l'importance pour toutes les femmes qui verront ta force et trouveront la leur. Margot. Et Amélie a aussi de l'importance. Son histoire mérite d'être racontée. Son innocence mérite d'être rétablie. Nous restâmes silencieuses pendant de longues minutes, enlacées parmi les photographies d'Amélie. Enfin, Céleste parla. Sais-tu ce qu'elle m'a dit la dernière fois que je lui ai parlé? La veille de sa mort en prison, je secouai la tête. Elle m'a dit que peu importait si personne d'autre ne croyait en son innocence, parce qu'elle savait la vérité, et que cela devait suffire. Céleste me regarda avec des yeux pleins d'une détermination renouvelée. Mais ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Une vérité que personne ne connaît n'est pas vraiment une vérité. À cet instant, une idée s'alluma dans mon esprit. Une idée folle, désespérée, mais qui pourrait fonctionner. Céleste, dis-je lentement, et si nous n'étions pas les seuls à connaître la vérité? Que veux-tu dire?
Et si tout Paris, toute la France, le monde entier connaissait toute l'histoire? Ses yeux s'élargirent. Margot, à quoi penses-tu? À l'exposition à New York, aux photographies qui montrent notre histoire, au pouvoir de l'art pour raconter des vérités que les tribunaux ne peuvent pas toucher. Je ne comprends pas. Je me levai, sentant une énergie parcourir mon corps pour la première fois depuis des semaines. Et si nous élargissions l'exposition? Et si nous ne montrions pas seulement nos photographies, mais racontions toute l'histoire? L'histoire d'Amélie, la corruption d'Henri, tout? Céleste se leva lentement. Ce serait comme mettre le feu à nos vies. Elles sont déjà en flammes, répondis-je. Au moins, comme ça, nous aurions un certain contrôle sur la manière dont elles brûlent. Pour la première fois depuis des jours, je vis une véritable lueur d'espoir dans les yeux de Céleste. Crois-tu que la galerie serait d'accord? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je pris mon téléphone et composai le numéro international. Galerie Whitmore, David à l'appareil. Bonjour, je suis Margot Dubois. Je crois que ma photographe Céleste Moreau a envoyé des images pour l'exposition Éveil. Margot, oui, nous attendions votre appel. Les photographies sont extraordinaires. Elles révèlent une histoire d'amour et de transformation absolument captivante. Je pris une profonde inspiration. David, que diriez-vous si je vous disais qu'il y a une histoire bien plus grande derrière ces photographies? Une histoire de corruption, de justice et du pouvoir de l'amour face à des systèmes oppressifs. Il y eut une longue pause. Puis, je dirais que ça ressemble exactement au type d'exposition qui pourrait changer le monde de l'art. Je regardais Céleste, qui m'observait avec un mélange de terreur et d'admiration. Alors parlons. Si vous aimez cette intense histoire d'amour et de justice, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Votre soutien compte énormément pour nous. Je raccrochai et pris les mains tremblantes de Céleste. « Es-tu sûre de vouloir faire ça ?» demanda-t-elle. « Une fois qu'on ouvrira cette porte, il n'y aura aucun moyen de la refermer. »« J'en suis sûre, » répondis-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. Pour Amélie, pour nous, pour toutes les personnes réduites au silence par des hommes puissants. Nous nous embrassâmes alors, et ce fut différent de tous nos baisers précédents. Ce fut un baiser de guerre, de détermination, de deux femmes décidées à se battre ensemble contre un monde qui voulait les séparer. Mais même en ressentant la force de notre décision, une partie de moi se demandait si nous avions trouvé la solution parfaite ou si nous venions de signer notre arrêt de mort sociale. Seul le temps le dirait. Et le temps s'écoulait rapidement. Les 10 jours suivants furent un tourbillon d'activités frénétiques. David Whitmore, le conservateur de la galerie new-yorkaise, se révéla être plus qu'un simple marchand d'art. C'était un activiste qui attendait précisément ce type d'histoire pour secouer le monde de l'art contemporain. Nous appellerons l'exposition « Vérité cachée, amour, corruption et justice dans la France moderne », déclara-t-il lors de notre vidéoconférence. Nous ne montrerons pas seulement les photographies de votre romance, mais nous créerons une installation complète qui documentera toute l'affaire. Céleste travailla jour et nuit, agrandissant non seulement nos photographies intimes, mais créant aussi un mémorial photographique pour Amélie. Elle utilisa sa technique de double exposition émotionnelle pour superposer des images de sa sœur avec des documents de l'affaire, créant un témoignage visuel dévastateur de l'injustice qu'elle avait subie. Pendant ce temps, je me transformais en enquêtrice, rassemblant chaque document, chaque preuve, chaque témoignage qui pourrait soutenir notre version des faits. Marie m'aida à contacter des journalistes internationaux qui suivaient des affaires de corruption judiciaire en France. Henri et mes parents ne restèrent pas les bras croisés. 2 jours avant l'ouverture de l'exposition à New York, Henri apparut dans l'appartement parisien. Je ne sais pas comment il découvrit notre emplacement, mais il était là, impeccablement vêtu et avec ce sourire froid que j'avais appris à détester. « Margot », dit-il comme si nous discutions des plans pour le déjeuner, « il est temps de mettre fin à cette farce. »« Va-t'en », dis-je, me plaçant de manière protectrice devant Céleste. « Tu n'as rien à faire ici. Au contraire, je viens t'offrir une dernière chance. » Il s'assit sans invitation dans le seul fauteuil du petit appartement. « Annule l'exposition, épouse-moi comme prévu, et je m'assurerai que ta chère photographe ne reçoive qu'une peine de probation. Et si je refuse ?» Son sourire devint prédateur. « Alors je m'assurerai que vous passiez toutes les deux les 5 prochaines années en prison. J'ai des témoins prêts à déclarer que Céleste t'a fait chanter émotionnellement pour obtenir des informations classifiées. J'ai des preuves que tu as violé la vie privée de ton père et volé des documents confidentiels. Des témoins achetés, tu veux dire? Des témoins convaincants, corrigea-t-il. Crois-tu vraiment qu'un jury va croire que la fille parfaite d'un juge respecté est devenue criminelle du jour au lendemain par amour? Ou vont-ils croire qu'elle a été victime d'une manipulatrice professionnelle avec des antécédents criminels? Ces mots me frappèrent parce que je savais qu'il avait raison. Le récit qu'il avait construit était convaincant, et il avait les ressources pour le rendre crédible. « Margot », murmura Céleste derrière moi. « Peut-être devrions-nous… » « Non », dis-je fermement. «
sans quitter Henri des yeux. Nous n'allons pas céder à tes menaces. Henri soupira théâtralement. Quel dommage. J'espérais vraiment que tu serais plus intelligente. Il se leva et se dirigea vers la porte. Au fait, ta mère est à l'hôpital. Il semble que toute cette tension lui ait causé une dépression nerveuse. Quel tragique que sa propre fille soit responsable de ses souffrances. Les mots furent comme des coups de poignard directement dans le cœur. Quoi? Oh, tu ne savais pas? Ton père a appelé ce matin. Isabelle a dû être sédatée après une autre crise de panique. Les médecins disent que si ça continue, elle pourrait avoir un épisode cardiaque. Il partit sans un mot de plus, me laissant tremblante de rage et de terreur. Céleste m'enlaça immédiatement. C'est de la manipulation, Margot. Il essaie de te faire sentir coupable. Et s'il ne mentait pas, et si ma mère était vraiment malade à cause de moi, alors c'est la responsabilité d'Henri et de la situation qu'il a créée, pas la tienne. Mais le doute était déjà planté, et Henri le savait. Ce soir-là, j'appelais l'hôpital. Ma mère était effectivement internée, mais stable. Quand je réussis à lui parler, sa voix semblait fragile et lointaine à cause des sédatifs. « Margot, ma chérie, » murmura-t-elle, « peux-tu rentrer à la maison? Juste pour une nuit. Tu me manques tellement. » Mon cœur se brisa. « Maman, je ne peux pas. Si je rentre maintenant, juste une nuit, pour que je puisse te voir, pour que je sache que tu vas bien. » Je raccrochais, me sentant déchirée. Céleste me trouva en train de pleurer dans la cuisine. « Va, » dit-elle simplement. « Quoi? Va voir ta mère. Je terminerai les préparatifs pour l'exposition. Je ne peux pas te laisser seule, c'est trop dangereux. Margot, tu dois faire la paix avec ta famille avant qu'il ne soit trop tard. Je serai bien. » Contre mon meilleur jugement, cette nuit-là, je conduisis jusqu'à Provence. Je trouvai le château plongé dans une atmosphère de funérailles. Ma mère était alitée, pâle mais éveillée. Mon père semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. « Margot, » murmura ma mère lorsque j'entrai dans sa chambre. « Je pensais ne plus jamais te revoir. Je suis là, maman. Pour combien de temps? » La question portait tant de poids. Combien de temps avant que je sois arrêtée? Combien de temps avant que je devienne une paria sociale? Combien de temps avant que je choisisse définitivement ma nouvelle vie plutôt que l'ancienne? Je ne sais pas, admis-je honnêtement. Je passai la nuit assise à côté de son lit, tenant sa main et me remémorant des moments plus simples de mon enfance. Malgré tous ses défauts, malgré toute la pression qu'elle avait mise sur moi pour être parfaite, je l'aimais. Et l'idée que ma quête de bonheur puisse la tuer me déchirait. Le lendemain matin, mon père me demanda de l'accompagner dans son bureau. « Margot » commença-t-il, la voix rauque de fatigue. « J'ai quelque chose à t'avouer. » Mon cœur s'emballa. Quoi? L'affaire d'Amélie Moreau n'était pas la seule où j'ai pris des décisions douteuses. Ses mains tremblèrent en ouvrant un dossier différent. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Je regardais les documents qu'il me montrait, sentant la nausée monter dans mon estomac. Des affaires où il avait favorisé des familles puissantes, où il avait ignoré des preuves disculpatoires, où il avait laissé la politique influencer la justice. Pourquoi me montres-tu ça? Parce que je veux que tu saches que tu as raison. Ce que j'ai fait était mal. Ce que Henri a fait était mal. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Et parce que je veux t'aider à arrêter ça. Je n'en croyais pas mes oreilles. Papa, je vais confesser, publiquement. Je vais admettre mes erreurs et présenter toutes ces preuves aux autorités compétentes. Ça détruira ta carrière, ta réputation. Tout, c'est déjà détruit, dit-il simplement. Au moins, comme ça, certains de ces torts pourront être réparés. Je rentrai à Paris cet après-midi-là pour trouver Céleste en panique. Henri a obtenu une ordonnance judiciaire, me dit-elle immédiatement. L'exposition a été suspendue indéfiniment. J'eus l'impression d'avoir été frappée physiquement. Quoi? Ses avocats ont argué que les photographies ont été obtenues sous de faux prétextes et que leur exposition constituerait une violation de ta vie privée et une diffamation de son caractère. Tout notre travail, tous nos espoirs, s'effondrèrent en un instant. Mais il y a autre chose, poursuivit Céleste, et je vis une étrange lueur dans ses yeux. David Whitmore est plus malin qu'Henri ne le pensait. Que veux-tu dire? Tu te souviens qu'il a mentionné être un activiste? Il se trouve qu'il a aussi des relations dans le monde numérique. L'exposition physique peut être suspendue, mais... Elle me montra son ordinateur portable. À l'écran se trouvait un site web élaboré intitulé « Vérité cachée, l'histoire complète ». Il contenait toutes nos photographies, tous les documents de l'affaire, des témoignages vidéo de personnes qui avaient connu Amélie, et même une interview que Céleste avait filmée avec moi racontant notre histoire complète. « Il se lance à minuit », dit-elle, simultanément dans 12 pays. Henri ne peut pas censurer tout l'Internet. Pour la première fois depuis des jours, je ressentis un véritable espoir. Et si ça marche? Alors le monde connaîtra la vérité. Et si ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, au moins nous aurons combattu. À 23h58, Céleste et moi étions assises devant son ordinateur, les mains entrelacées, regardant le compte à rebours. 23h59. Mon téléphone se mit à sonner. C'était Henri. « Si vous publiez ça, je vous détruirai complètement. »
rugit sa voix à travers le haut-parleur. Il est trop tard, répondis-je, surprise par le calme de ma propre voix. Minuit. Céleste appuya sur Entrée. Le site web s'activa instantanément sur des serveurs à travers le monde. En quelques minutes, les notifications commencèrent à arriver, partagées sur les réseaux sociaux, repostées par des activistes, amplifiées par des journalistes qui suivirent l'histoire. En quelques heures, Vérité cachée était devenue virale. Les photographies de notre amour furent vues par des millions de personnes, mais elles avaient désormais un contexte. Ce n'étaient pas seulement des images de deux femmes tombant amoureuses, elles étaient le symbole de la lutte contre la corruption, de la quête de justice pour les réduits au silence. Le lendemain matin, mon téléphone ne cessait de sonner. Des journalistes du monde entier voulurent m'interviewer. Des activistes des droits humains exprimèrent leur soutien. Des artistes célèbres partagèrent nos images avec des messages de solidarité. Mais l'appel le plus important arriva à 10 heures. « Margot Dubois, je suis Sarah Chen, procureure fédérale à Paris. Pourriez-vous venir à mon bureau aujourd'hui? Il y a des gens qui aimeraient vous rencontrer. » 2 heures plus tard, j'étais assise dans un bureau gouvernemental face à 3 procureurs fédéraux et 2 enquêteurs sur les crimes de corruption. « Mademoiselle Dubois, » commença Sarah Chen, « votre site web a généré plus de 100 témoignages supplémentaires sur des affaires douteuses impliquant le juge Philippe Dubois et le procureur Henri Beaumont. Nous ouvrons une enquête officielle. » Mon cœur s'emballa. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour la première fois depuis des années, nous avons assez de pression publique et de preuves pour procéder sans craindre l'influence politique. Je sortis de cette réunion étourdie d'espoir et de terreur. Henri et mes parents furent arrêtés cet après-midi-là. Les images apparurent dans tous les journaux télévisés. Henri menotté à la sortie de son bureau, mon père emmené de notre maison familiale, tandis que les reporters crièrent des questions. Une partie de moi se sentait triomphante. Une autre partie était dévastée de voir ma famille détruite. Céleste me trouva en train de pleurer ce soir-là. « Regrettes-tu » demanda-t-elle doucement. « Je ne regrette pas d'avoir lutté pour la justice » répondis-je. « Mais ça me fait mal de voir ma famille ainsi, même en sachant qu'ils le méritaient. Ça fait de toi une humaine, et ça te rend différente d'eux. » Le procès fut un cirque médiatique qui dura 3 mois. Chaque jour apportait de nouvelles révélations, de nouveaux témoignages, de nouvelles preuves de corruption systémique. Sandrine Beaumont témoigna finalement, libérée de la peur maintenant qu'Henri était en détention. Des dizaines de familles, lésées par des décisions judiciaires douteuses, se manifestèrent pour raconter leurs histoires. Henri fut condamné à 8 ans de prison pour corruption, manipulation de preuves et obstruction à la justice. Mon père reçut 5 ans, mais sa peine fut suspendue en raison de sa coopération complète avec les autorités. Amélie Moreau fut déclarée post-mortem innocente de toutes les accusations. 6 mois après la fin du procès, je me tenais dans les champs de lavande de Provence. Mais cette fois, je n'étais pas seule. Céleste était à mes côtés, et dans ses bras, elle tenait l'appareil photo vintage qu'elle avait utilisé pour me photographier la première fois. « Prête ?» demanda Céleste, ses yeux verts scintillant sous la lumière douce du crépuscule provençal. L'appareil photo vintage dans ses mains semblait être une extension d'elle-même, un pont entre le passé et l'avenir que nous essayons de construire ensemble. Je pris une profonde inspiration, sentant l'odeur familière de la lavande apaiser mes nerfs encore à vif après ces mois tumultueux. « Oui », murmurai-je, un sourire timide se dessinant sur mes lèvres. « Mais cette fois, c'est moi qui prends la photo. » Céleste haussa un sourcil, surprise, mais un éclat de rire chaleureux s'échappa de sa gorge. « Toi, derrière l'objectif? Ça, je veux le voir. » Elle me tendit l'appareil avec une révérence moqueuse, ses doigts effleurant les miens dans ce geste familier qui faisait encore battre mon cœur plus vite. Je pris l'appareil, sentant son poids rassurant dans mes mains. Ces 6 derniers mois avaient été une tempête. Le procès, les manchettes des journaux, les regards désapprobateurs des anciens amis de ma famille et les nuits sans sommeil passées à me demander si j'avais fait le bon choix. Mais maintenant, debout dans ce champ de lavande avec Céleste, je commençais à sentir que le calme revenait, doucement, comme après une longue tempête. « Comment veux-tu que je pose ?» demanda-t-elle, s'appuyant contre un vieux mur de pierre envahi de lierre, ses cheveux châtains aux reflets dorés dansant légèrement dans la brise. « Ne pose pas, dis-je, ajustant l'objectif comme elle me l'avait appris. Sois juste, toi. » Elle me regarda, et pendant un instant, le monde entier sembla s'arrêter. Ses yeux verts avec leurs petites taches dorées, portaient encore les cicatrices des années de douleur, mais il y avait aussi une lueur nouvelle, une lueur d'espoir, de liberté, et peut-être même de paix. Je pressai l'obturateur, capturant cet instant brut, réel, magnifique. « Tu apprends vite », plaisanta-t-elle en s'approchant pour jeter un coup d'œil à l'appareil. « Peut-être que je devrais m'inquiéter pour ma carrière. » Je ris, et ce son me surprit moi-même. Combien de temps s'était-il écoulé depuis que j'avais ri aussi librement? « Ne t'inquiète pas, je ne suis pas encore prête à te voler la vedette. »
Nous nous assîmes côte à côte sur l'herbe douce, l'appareil photo posé entre nous, et regardâmes le soleil se coucher derrière les collines. Les couleurs du ciel, des teintes d'orange, de rose et de violet, semblaient peintes juste pour nous. Un rappel que même après les jours les plus sombres, la beauté trouvait toujours un moyen de revenir. « Comment va ta mère » demanda Céleste doucement, brisant le silence. Je soupirai, jouant avec une brindille d'herbe. « Elle va mieux. Elle est sortie de l'hôpital il y a 2 semaines. Elle m'a écrit une lettre, la première depuis le procès. Elle dit qu'elle essaie de comprendre, qu'elle veut qu'on se parle à nouveau, mais c'est encore fragile. » Céleste hocha la tête, son regard fixé sur l'horizon. « Et ton père? Il est chez lui, sous surveillance électronique en attendant la fin de sa probation. Il m'a appelé la semaine dernière. Il m'a dit qu'il était fier de moi. » Ma voix se brisa légèrement. Je ne sais pas si je peux le croire, après tout ce qui s'est passé. Elle tendit la main et serra la mienne. Tu n'as pas à le croire tout de suite. Mais peut-être qu'un jour vous trouverez un moyen de vous comprendre. Je me tournai vers elle, étudiant son profil dans la lumière mourante. Et toi? Comment vas-tu, vraiment? Elle resta silencieuse un moment, puis prit une profonde inspiration. Je pense à Amélie tous les jours. Savoir qu'elle est enfin reconnue innocente, ça m'a donné une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mais ça ne ramène pas ma sœur. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les essuya rapidement. Et pourtant, être ici avec toi, construire quelque chose de nouveau, ça me donne l'impression qu'elle serait fière de moi. Je me penchai et posai ma tête sur son épaule, sentant la chaleur de son corps contre le mien. Elle serait tellement fière de toi, Céleste. Tu as fait ce que peu de gens auraient eu le courage de faire. Nous restâmes ainsi un long moment, enveloppés dans le silence apaisant du crépuscule. Mais une question me brûlait encore. Une question que je n'avais pas osé poser jusqu'à maintenant. Céleste, et nous? Où allons-nous à partir d'ici? Elle tourna la tête pour me regarder, un sourire doux mais déterminé se dessinant sur ses lèvres. Où veux-tu aller, Margot? Je ris doucement, un peu nerveuse. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu à décider de mon avenir avant. C'était toujours tracé pour moi. Alors on le découvrira ensemble, dit-elle simplement. On peut aller à New York pour l'ouverture de la nouvelle exposition, ou rester ici en Provence et ouvrir un petit studio, ou voyager à travers le monde, photographier des histoires que personne n'a encore racontées. L'idée de cette liberté, une liberté que je n'avais jamais connue, était à la fois terrifiante et excitante. Et si on faisait tout ça? Ses yeux s'illuminèrent. Alors on le fera, ensemble. Cette nuit-là, nous dormîmes dans une petite maison d'hôte près du studio de Grace, nos corps entrelacés sous des draps doux imprégnés de l'odeur de la lavande. Pour la première fois depuis des mois, je ne fis pas de cauchemar. À la place, je rêvais d'un avenir où nous serions libres d'être nous-mêmes, où l'amour ne serait pas une bataille, mais une célébration. Le lendemain matin, un courriel de David Whitmore nous attendait. L'exposition Vérité cachée allait être relancée, non seulement à New York, mais dans des galeries à Londres, Tokyo et Sao Paulo. Les photographies de Céleste, combinées à notre histoire, étaient devenues un phénomène mondial, inspirant des discussions sur la justice, l'amour et le pouvoir de l'art pour changer les récits. Ils veulent que nous fassions une tournée, dis-je à Céleste, lisant le courriel à voix haute. Des conférences, des interviews, des ateliers de photographie. Ils disent que notre histoire pourrait inspirer une nouvelle génération. Céleste me regarda, un mélange d'incrédulité et d'excitation dans les yeux. « Es-tu prête pour ça? » Je pris sa main, sentant la force qui nous avait portés à travers l'impossible. « Avec toi, je suis prête pour tout. » Quelques mois plus tard, nous nous tenions dans une galerie bondée à New York, entourés de nos photographies et des murmures admiratifs des visiteurs. Les images de notre amour, de la douleur d'Amélie et de notre lutte pour la justice étaient exposées comme des témoignages vivants, racontant une histoire qui avait déjà touché des millions de personnes. Céleste se tenait à mes côtés, sa main dans la mienne, et pour la première fois, je ne ressentais aucune peur d'être vue, d'être jugée. J'étais Margot Dubois, une femme qui avait choisi l'amour et la vérité au lieu des apparences et du confort. Et à côté de moi se tenait Céleste Moreau, la femme qui m'avait appris à voir le monde, et moi-même, sous un jour nouveau. « Regarde-les », murmura Céleste, hochant la tête vers la foule. « Ils ne regardent pas seulement les photos, ils ressentent ce que nous avons ressenti. » Je suivis son regard, voyant des larmes dans les yeux de certains visiteurs, des sourires sur les visages d'autres, et des discussions animées sur ce que la justice signifiait vraiment. À cet instant, je compris que notre histoire n'était plus seulement la nôtre. Elle appartenait à tous ceux qui cherchèrent le courage de dire la vérité, de s'aimer librement, de se battre pour ce qui est juste. « Merci », murmurai-je à Céleste, ma voix tremblante d'émotion. Pourquoi? Pour m'avoir appris à être courageuse, pour m'avoir montré ce que c'est d'être vraiment vivante. Elle sourit, ce sourire qui faisait encore danser des papillons dans mon ventre. Et merci à toi, Margot, de m'avoir donné une raison de continuer à me battre. Nous nous embrassâmes alors, au milieu de la foule,
sous les flashs des appareils photo des journalistes et les murmures d'approbation des spectateurs. Ce n'était pas un baiser pour le spectacle, mais un serment silencieux. Un serment de continuer à aimer, à se battre et à capturer la vérité, peu importe les obstacles. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de récits comme celui-ci. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous suivez et donnez une note de 0 à 10 à cette histoire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Pour nous, c'est l'idée que l'amour et la vérité peuvent triompher même des obstacles les plus insurmontables. Et pour Margot et Céleste, ce n'était que le début d'une vie remplie d'amour, d'art et de combat pour la justice. Leur histoire continue, non pas dans l'ombre, mais sous la lumière éclatante de la vérité qu'elles ont osé révéler. Fin.